Eh bien, merci à toutes et à tous d'être présents pour cette dernière conférence du Salon, donc la dernière conférence du Salon 2021. Et nous recevons Gilles Leclerc de la Malterie du Château, R&D Manager, pour la conférence Malt spéciaux, pourquoi, quand, comment. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Vous êtes en quelque sorte les rescapés vu qu'on est à la fin du salon. Je vais essayer de m'habituer au bruit de fond, c'est pas évident de parler dans ces conditions. Donc ici, pour cette présentation, comme vous voyez, c'est intitulé Malt spéciaux, nouveautés et conseils d'utilisation, ce qui n'est pas le titre prévu sur les brochures, parce que sans que m'en fasse part, en fait, on a changé le titre quand je l'ai envoyé. Et vous parlez de pourquoi utiliser des malts spéciaux, quand les utiliser et comment les utiliser. C'est un peu comme si je venais vous expliquer comment brasser. Et ça, c'est pas mon job, ça, en fait. Donc, en fait, on va résumer ça en un slide. Pourquoi utiliser des malts spéciaux? Parce que la Pils, la Lager, c'est bon, mais faire des bonnes bières spéciales, c'est quand même vachement mieux. Et donc, forcément, les malts spéciaux, ils sont là pour titiller vos 5 sens, donc c'est-à-dire les flaveurs, tout ce que vous allez ressentir au niveau olfactif, gustatif, au niveau de la sensation en bouche, hein, même au niveau du tactile, on va dire. Il y a la couleur que vous allez apporter à la bière. Au-delà de la couleur, il y a la clarté, le trouble, et puis ils viennent tous les aspects techniques que vous connaissez. On veut forcément qu'une bonne bière, elle ait une jolie tenue de mousse. On veut qu'elle soit quand même assez digeste. On parle de drinkability aussi en anglais. Et puis, quand on les utilise, à l'empâtage. Et comment on les utilise? Avec des bonnes pratiques de concassage et d'empâtage. En gros, ça, c'est le savoir-faire du brasseur. Donc voilà, le titre de la présentation ne me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est je l'ai changé. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les nouveautés des malts qu'on a développés en 2020 et vous donner quand même quelques conseils d'utilisation sur ces nouveaux malts. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? C'est parce que ça a été un long projet. Donc en 2020, la Malterie du Château a atteint 100 types de malt et elle a commencé 2020, elle en avait 74. Donc voilà, je bosse pour un patron qui parfois se lève le matin et me dit « Gilles, fin d'année 2020, je veux 100 produits. » Donc, pas toujours facile, mais on y est arrivé. Et c'est un peu de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vais juste vous réintroduire vraiment très brièvement c'est quoi la Malterie du Château pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, ce qui m'étonnerait fort. Donc, c'est une malterie qui a plus de 150 ans, qui reste une société familiale. Donc, ce n'est pas une société qui appartient à un gros groupe de malteries. C'est vraiment une entité qui est indépendante de tout gros groupe de malteurs. On a plus de 3600 clients brasseurs répartis dans 147 pays. Donc là encore, sur le salon, on avait des brasseurs qui nous abordaient en nous disant « Est-ce que vous livrez à La Réunion, la Martinique ou quoi ?» Oui, on sait le faire. On envoie partout dans le monde. Comme je le disais, cette année, l'an dernier, on a atteint plus de 100 types de malt au catalogue, ce qui est une offre qui est juste nulle part égalée. Vous pouvez feuilleter le catalogue d'autres malteurs, vous ne trouverez jamais autant de produits. Et on a 3 sites de production. Je vous montrerai quelques photos ici juste après. Et on a maintenant une équipe de 108 personnes, donc ça devient de plus en plus cossu, malgré le fait que ça reste une entreprise familiale. Alors, si certains l'ont déjà visité, ça c'est notre site historique de production à Belleuil. C'est là qu'on fait la majorité de nos malts. C'est des murs en briques. J'ai jamais compté le nombre de briques, mais il y en a un fameux paquet. C'est vraiment la vieille usine telle qu'on peut l'imaginer, à cheval sur un canal, ce qui nous permet d'avoir la majorité de l'orge qui arrive par péniche, ce qui, du point de vue écologique, est génial. Et aussi, je ne vous le cache pas, du point de vue de la gestion des lots, c'est quand même vachement mieux parce que une péniche, ça équivaut à 10 camions. Donc, pour nous, c'est 10 fois moins d'analyse parce qu'une péniche, c'est un lot, en fait. Donc, c'est aussi beaucoup plus pratique. Alors, la partie que vous voyez en vert, c'est là où on a un torréfacteur à tambour, enfin 2 torréfacteurs, en fait, qui ont été installés en 2011. Donc, c'est ça la partie la plus récente en vert. Tout le reste, ça date d'il y a 150 ans, en fait. Alors ça, c'est un site un peu plus récent. On ne produit pas, là, c'est juste de là que partent vos commandes. C'est le site de Glun. On y fait l'ensachage.
on a un petit stock tampon et c'est de là que partent tous les camions pour vous livrer. Et puis ça, c'est le site le plus récent. C'est, comme vous pouvez le voir, un site un peu plus vaste. Donc le site de stockage, pour vous donner une idée, il fait 5000 m². Celui-là, il en fait 16 ou 17 000 environ. Et on a 10 000 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc ça équivaut à 1 mégawatt électrique. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça, en fait? C'est parce que dans le bâtiment qui est un peu plus haut, là en brun, on a une tour de torréfaction qui est électrique. Donc en gros, là, nous, l'augmentation du prix du gaz, on s'en soucie pas trop, parce que l'énergie qu'on utilise, on la produit sur place pour ce torréfacteur-là, et donc on est neutre en carbone pour ces maltes spéciaux-là. Pas pour tous, je dis évidemment, à Belleuil, on a bien nos tambours de torréfaction, mais sur ce site-là, on est vert, de chez vert. Alors comme je le disais, en 2020, on a quand même passé beaucoup de temps à développer des nouveaux produits. On a aussi pas mal questionné des brasseurs sur ce qui manquait dans notre catalogue. Ils nous ont envoyé des retours. On a aussi évidemment analysé la concurrence sur ce qu'on pouvait apporter en plus. Et donc, on a dressé une liste de maltes qu'on voulait développer en 2020. On y est arrivé. Ça reprend aussi tout ce qui est flocons et céréales crues. Donc, quand je parle de malt, c'est, on va dire, au sens très large. Voilà une vue d'ensemble. Pour ceux qui ont déjà assisté à un ou deux webinaires qui ont été donnés l'an dernier, ils ont déjà vu cette slide-là. Donc en rouge, c'est ce qui était disponible en 2019, qui l'est toujours forcément. Et en vert, c'est ce qu'on a développé en 2020. Le nouveau malt de base qui est disponible, c'est un qu'on nous demandait depuis longtemps. En fait, c'est même pas nous qui le faisons, c'est le Marie Sauteur. Donc là, il est maintenant disponible au catalogue, la malterie de Château. Après, comme vous le voyez, on a beaucoup travaillé sur les caras, parce qu'on en avait peu, alors qu'on a quand même une technologie au niveau caramélisation qui est géniale par rapport à d'autres malteurs. Donc on en a ajouté 6. On a maintenant 11 malts caras. On a ajouté un nouveau malt torréfié, un nouveau malt fumé, des nouveaux malts de froment, des nouveaux flocons, des nouvelles céréales crues. Et pour les malts bio aussi, on en a ajouté 10. Donc maintenant, on a plus de 40 malts bio. Donc si vous êtes dans le bio, regardez le catalogue des autres malteries et vous verrez qu'ils n'ont jamais une offre aussi large que celle qu'on a nous. Donc voilà, 27 nouveaux produits en moins d'un an, on n'aura pas chômé. Donc petit rappel sur le processus de maltage, pour ceux qui ne sont pas toujours familiers avec ça. On démarre d'une céréale qui est crue, généralement c'est de l'orge la majorité du temps, et on passe par un process très simple, on fait tremper, on fait germer et on sèche. Le séchage, on appelle ça le touraillage chez nous. Alors de là, on va produire des maltes qu'on appelle les maltes touraillés. Tous vos maltes de base, ce sont des maltes qui sont touraillés. Mais on peut aussi prendre du malt Pilsen, ou même n'importe quel autre malt de base, un PLL, un Vienna, et on le passe au torréfacteur, et là on fait des maltes torréfiés. On peut aussi très bien prendre l'orge et directement le taper dans le torréfacteur, et là on fait de l'orge torréfiée. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours le produit que vous utilisez le plus, mais par exemple, l'exemple le plus classique, c'est la Guinness. La Guinness, que vous connaissez tous, dedans c'est de l'orge torréfiée. Et ça, c'est ma ligne de production préférée, c'est on bypass le touraillage et en fait on va se servir au germoir. On prend de l'orge qui est mature, qu'on a fait germer, et après 4 jours, en fait, on appelle ça le malt vert. Et à place de le sécher, en fait, on prend ce produit qui est très humide et on va le mettre au torréfacteur. Et là, on sait faire ce qu'on appelle des malts caramel. Si vous voulez jeter un œil sur le détail de tous ces process de production et avoir plus de détails, je veux dire, sur chaque catégorie de malt, il y a des webinaires qui sont en ligne qui, voilà, à cause du Covid et des salons qui ont été annulés, on a essayé de pousser un peu plus ces webinaires. N'hésitez pas à les consulter, ils sont sur notre chaîne YouTube. Alors, une malterie qui fait des spéciaux, là où elle va se distinguer des autres, c'est dans sa capacité à pouvoir torréfier et caraméliser les maltes. Pour faire ça, il faut un outil indispensable, c'est le torréfacteur. Nous, on en a 2. Ça, c'est le premier, le plus ancien, qui ne date que de 2011 en fait, et qui sont en fait 2 tambours de torréfaction qui fonctionnent en alternance. On a au milieu, en dessous, un refroidisseur, parce que c'est un peu comme vous faites un gâteau. Si vous le laissez dans le four après la cuisson, vous allez ressortir un truc qui n'est pas ce que vous vouliez. Donc là, c'est pareil. Une fois qu'on a atteint le profil aromatique et la couleur qu'on voulait, on doit refroidir directement notre produit. Et chez nous, ce qui est très particulier, c'est ce qu'on appelle un préparateur. C'est une enceinte en fait, dans laquelle on va préparer
le malt vert avant la torréfaction, avant la caramélisation. C'est un peu particulier, j'en parlerai un peu après, j'ai un slide à propos de ça. Et après, tout ce qui rend la structure un peu complexe, tous les tubes que vous voyez en inox, en fait, c'est juste pour les échanges de chaleur, dans le sens où quand un tambour fonctionne, à la place de laisser la chaleur s'échapper, on la récupère déjà pour l'autre tambour. Donc voilà, c'est des systèmes qui nous permettent aussi d'être le plus verte possible, comme le patron aime dire, en ce qui concerne la malterie. Deuxième technologie de torréfaction qu'on a, et qu'à mon avis, vous n'avez jamais vu ça dans aucune malterie, parce que c'est vraiment très très rare, c'est une technologie de torréfaction électrique qui fonctionne un peu, enfin, dans les types de malt que vous allez pouvoir produire, ça se rapproche d'un tambour, donc vous allez pouvoir faire des malts torréfiés, des malts caramel, vous allez pouvoir vraiment développer n'importe quel type de nouveau malt, mais qui a l'avantage en fait de fonctionner en continu et plus par batch. Donc c'est plus un tambour, vous le chargez, vous le déchargez, vous le chargez, vous le déchargez. Ici, en fait, on charge ce tube spiralé par le bas. Donc le Pilsen ou le malt vert va rentrer par le bas et on a des moteurs à bas lourd à la base et le produit va remonter dans la tour comme ça par vibration. Et ce tube, en fait, il est métallique et il agit comme une résistance électrique, donc il va chauffer. Il va chauffer grâce à l'électricité. Je vous laisse deviner d'où elle vient. Elle vient des panneaux photovoltaïques qu'on a sur le toit. Et donc on a un process comme ça continu, ce qui permet une meilleure homogénéité au niveau de nos productions et ce qui permet aussi de ne pas être embêté par tout ce qui est résidu de combustion qui est dû aux énergies fossiles. Donc on ne se soucie même plus des nitrosamines qu'on pourrait retrouver dans le malt, quoi. Et après, ça fait un produit qui est extrêmement écologique vu que niveau énergie, on est indépendant à ce niveau-là. Alors maintenant, pour passer vraiment très rapidement en revue, je ne vais pas vous noyer avec ça sur les nouveaux produits, je vais juste les passer un peu en revue par catégorie pour que vous ayez un meilleur aperçu de ce qu'on a développé en 2020. Ici, on a une slide qui reprend en vert les malt Cara qui étaient disponibles et en rouge les nouveaux malt Cara qui sont nouvellement disponibles depuis 2020. Comme vous voyez, il y en a 6. Ces 6 nouveaux malt Cara, en fait, ils viennent s'intercaler entre ceux qui existaient déjà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est parce que on sait bien que chacun de ces maltes va avoir un profil aromatique qui lui est vraiment propre. Et donc, essayer de pallier à l'absence d'un malt Cara qui n'existait pas en utilisant moins d'un autre, ça ne permet pas toujours d'arriver au résultat escompté. Donc, nous, ce qu'on voit là, c'est 11 maltes qui ont leur propre profil aromatique, qui ont leur propre couleur et qui viennent en fait offrir une gamme complète au brasseur, quel que soit ce qu'il veut réaliser. Alors, on n'a pas cherché à monter très haut en termes de coloration, parce que, comme vous voyez, le nom du dernier malt Cara, on l'appelle le Cara Café. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est en fait parce qu'on est déjà sur un malt où on est à mi-chemin entre les malt Cara et les malts torréfiés. Donc, si vous voyez dans des malteries des malt Cara qui sont à 600 EBC, ça n'a strictement aucun intérêt parce que quand vous croquez ces malt Cara à 600 EBC, ça ne goûte pas le caramel, hein. Ça goûte vraiment le malt torréfié. Donc c'est ça que nous, on a placé une barrière. On a appelé le Cara Café en se disant on ne va pas plus haut. Celui-là, ce sera vraiment dédié aux brasseurs qui aiment bien travailler justement dans leurs recettes avec des malts Cara et des malts torréfiés et qui veulent un peu un malt qui reprend ces deux aspects-là. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Quelques petits avantages qui vont bien au-delà du profil aromatique de ces maltes et que les brasseurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont ça en tête. Pour ce qui est des malts Cara, ils permettent évidemment vraiment d'améliorer le corps de la bière parce que ce sont des malts qui sont très riches en sucre non fermentescible, hein. Quand on produit du caramel, on fait plus de sucres complexes qui ne vont pas être fermentés lors de votre process, donc ça veut dire beaucoup plus de rondeur dans votre bière. Au niveau de la sensation en bouche, on est sur des maltes qui vont amener de la viscosité. Donc, c'est typiquement des bières qui vont venir relécher un peu plus le bord du verre, là, parce que ça va faire des bières qui ont plus de corps, qui sont un peu plus visqueuses, plus sirupeuses, comme certains aiment dire. Et puis aussi, ce sont des maltes, mais là, ça vaut pour l'ensemble des Cara, qui vont contribuer à améliorer votre tenue de mousse et aussi la tenue de la mousse, donc c'est-à-dire la durée dans le temps de votre jolie mousse sur la bière. Donc souvent, on compare des malts de différentes catégories. Par exemple, ici, on a un malt biscuit qui est le torréfié le plus bas en coloration de notre gamme, un Cara Ruby qui est aussi à 50 EBC. Et vous voyez l'intérieur de grain, et c'est juste pour vous montrer qu'en fait,
bien que ces deux maltes soient de la même couleur, ils ne vont pas du tout vous apporter la même chose. Bon là, je ne dis pas que tous les grains de Cara Ruby sont comme ça, c'est un exemple qui est pris pour vraiment appuyer sur les différences, mais ce sont des maltes qui ont des propriétés entièrement différentes et le résultat dans votre bière, si vous utilisez un malt d'une même coloration qui vient d'une catégorie ou d'une autre, va vous donner un résultat vraiment complètement différent. Donc là, une petite photo qui en dit long sur les avantages des malts Cara. On a brassé 2 bières et sur celle de gauche, on a utilisé un certain pourcentage de Cara Ruby, 50 EBC. Et la bière de droite, en fait, c'est le même pourcentage, mais là, c'est un Château Abbaye, donc un malt touraillé, qui est lui aussi à 50 EBC. Et vous voyez que dans le temps, donc après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, la mousse, elle évolue complètement différemment. Donc ces bières ont la même couleur, on est d'accord, mais on voit qu'elles démarrent à peu près avec la même quantité de mousse, puis ça s'estompe un peu plus pour celle où c'est un malt touraillé. Et à la fin, après 15 minutes, là où le brasseur aime bien encore avoir ce joli petit col de mousse qu'il pourrait avoir s'il utilisait un malt Cara, en utilisant un malt touraillé, il ne l'a plus. Donc clairement, les malts Cara apportent un réel avantage en ce qui concerne la formation et la tenue de mousse. Alors petite parenthèse, on a aussi ça faisait l'objet d'une présentation que j'ai donnée ici même il y a, je crois, 2 ans, où on avait le projet de pousser un peu plus loin la caramélisation en se disant est-ce que vraiment on ne pourrait pas caraméliser mieux les maltes. Et en fait, ce projet il a été validé. On a maintenant un financement de la région Wallonne et donc il a démarré en juillet 2021 pour une durée de 2 ans. Et en fait, on est en train de revoir à la malterie complètement le process de caramélisation. Donc ça, c'est un projet qui est indépendant des malts Cara. Je dis bien, c'est pas parce qu'on revoit le process que les malts Cara qui sont là dans le catalogue ne seront plus disponibles. Non, c'est un projet qui est en développement, qui est sur le côté. Pour vous expliquer brièvement, en fait, quand on fait un malt Cara, on démarre exactement comme les brasseurs, c'est-à-dire qu'on va saccharifier. Vous allez me dire, saccharifier, est-ce qu'il a une cuve d'empâtage chez lui dans sa malterie pour saccharifier? En fait, non, c'est pas ça. Quand on saccarifie, il faut s'imaginer que chaque grain de malt vert qui contient 44% d'humidité environ, c'est une cuve d'empâtage en fait. Donc on se sert de l'humidité qui est à l'intérieur du grain pour convertir l'amidon en sucre simple, c'est-à-dire le glucose pour faire simple, et on travaille à un palier qui est entre 60 et 70 degrés, exactement comme les brasseurs le font, pour avoir une hydrolyse enzymatique. Et puis ce qu'on fait, nous, après, et que vous ne faites pas, sauf si vous laissez cramer votre mou, ce qui normalement n'est pas désiré, c'est qu'on va caraméliser en tambour, et pour ça, on va monter en température, et ces sucres simples vont se réassembler en molécules plus complexes, en sucres complexes, on appelle ça de la polymérisation, et c'est ces sucres-là qui sont responsables des arômes de caramel. Alors ce que tous les malteurs font, c'est ces 2 étapes au sein du tambour. Ils recirculent l'humidité, et puis ils caramélisent. Nous, l'originalité qu'on a dans ce projet, c'est qu'en fait, on sépare les 2 étapes dans 2 enceintes différentes. Vous vous souvenez du préparateur dont j'ai parlé pour le torréfacteur à Belleuil? Cette enceinte-là, en fait, elle fonctionne uniquement à la vapeur. Il n'y a pas d'air chaud qui vient d'une chaudière autre que de la vapeur. Donc, on va vraiment avoir une saccharification super humide qui est hyper optimale. On va littéralement liquéfier l'endosperme à l'intérieur des grains et après, on va caraméliser. Et ça nous donne des maltes qui sont complètement différents. Sur la photo du dessus, vous avez un malt qui est issu, un malt Cara 120 EBC issu d'un process entièrement en tambour. Et en dessous, c'est un process qui est fait dans 2 enceintes séparées pour la saccharification et la caramélisation. On s'est même amusé à comparer le profil aromatique. C'est fait par la GCMS, c'est une technique en chimie, on va dire, en chimie analytique, qui permet de quantifier les différentes molécules qui sont responsables des arômes. Et on voyait qu'on avait des profils qui étaient complètement différents et que globalement, on était sur des maltes qui étaient beaucoup plus forts au niveau aromatique, légèrement plus acides, mais en termes de caramel, c'était des vraies bombes et qui étaient aussi beaucoup moins amers, beaucoup moins astringents. Parce que c'est le problème quand on fait des maltes caramel, on travaille à des températures où on fait aussi fonctionner les réactions de Maillard en quelque sorte. Et donc, on va se retrouver avec des pyrazines dans le malt qui sont typiques des maltes torréfiés, même si on est sur un malt caramel. Ici, on en avait 30 fois moins, des pyrazines, pour vous donner une idée de la douceur qu'on peut avoir au niveau des arômes avec ce type de process. Alors, si j'en viens au malt
de type torréfié et orge torréfiée. Là, on n'a pas beaucoup innové. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment nouveau, c'est le chocolat light. Alors comme vous le voyez, on a vraiment un gros écart entre le château café et le château chocolat. Il y a environ 400 EBC où on n'avait rien à offrir là, en termes de profil aromatique. Et donc on a décidé de développer le chocolat light. Vous me direz, ok, le château Black of Black, il pourrait venir s'insérer entre les deux en termes de coloration. Mais le château Black of Black, en fait, dans le process, c'est un malt qu'on fait où on produit du black et puis on continue à monter en température et en fait on augmente le taux de cendre. Et ce qui se passe, c'est que la coloration redescend parce que les cendres ne vont pas vous apporter en fait de couleur au niveau du mou. Et donc ce malt-là, le Black of Black, il a en fait les arômes du black, mais à moindre coloration. C'est un peu la spécificité de ce malt-là. Nous, ce qu'on voulait avec le chocolat light, c'est un malt qui avait des arômes qui étaient plus puissants que le café, mais sans sentir vraiment l'amertume et l'astringence qu'on pouvait retrouver au niveau du chocolat, du malt chocolat. Et donc c'est ça qu'en termes de coloration, on est en moyenne plus proche du château café que du château chocolat. Alors, ça c'est juste quelques conseils parce que ça revient souvent dans les questions de la part des brasseurs qui nous contactent. Il y a deux choses qui ne sont pas si évidentes à gérer avec des maltes torréfiés. Quand je dis torréfiés, c'est généralement les maltes très torréfiés. Donc pas un biscuit qui a 50 EBC, mais plutôt un café ou un chocolat, voire même un black. Il y a deux choses qui sont difficiles à gérer, c'est l'astringence. Alors là, 3 petits conseils, c'est vous pouvez retarder l'ajout lors de l'empâtage. Donc, je sais bien que la majorité des brasseurs, ils concassent tout, ils envoient tout dans la cuve d'empâtage, et puis ils font leur profil, et puis basta. Mais en fait, il y a moyen en fait, d'ajouter vos maltes torréfiés plus tard. Donc, si vous faites un empâtage, je ne sais pas moi, sur 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez très bien rajouter les maltes torréfiés, ne serait-ce que quelques dizaines de minutes après, et ça va vous permettre d'avoir un peu moins d'astringence. Aussi, il y a ce qu'on appelle le cold steeping. Donc là, vous faites macérer votre malt pendant 1 nuit à froid avant de l'insérer. Ou, mais ça c'est peut-être le conseil le plus pertinent parmi les 3, si vous ne voulez pas trop changer votre process, c'est d'éviter des rinçages qui sont trop longs et à trop haute température. Si vous fonctionnez au-delà des 78 degrés pendant une durée de filtration qui est trop longue, c'est garanti que vous allez avoir plus d'astringence avec des maltes équivalents. Et aussi, un petit point sur lequel on n'incite jamais assez à la malterie du château, c'est le fait que nous, on n'utilise que des orges en 2 rangs de printemps. Donc les 2 rangs de printemps, ils ont vraiment une enveloppe qui a été sélectionnée pour être la plus fine possible, comparée aux 6 rangs hiver, qu'on appelle aussi l'escourgeon. Les 6 rangs hiver, elles, ont une enveloppe beaucoup plus épaisse. Et en fait, c'est des enveloppes qui aussi se développent les arômes d'astringence. Donc en fonctionnant avec des 2 rangs de printemps, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir moins d'astringence. Autre aspect en ce qui concerne les maltes torréfiés, c'est l'effet acidifiant. Alors des maltes, au plus ils sont torréfiés, au plus ils sont acidifiants. C'est pour ça, notamment, que si vous prenez, vous regardez le profil de l'eau à Dublin. À Dublin, ils ont une eau mais qui est super lourde au niveau minéral. Et c'est ce qui leur a permis de faire des stouts en fait. Parce que si vous avez une eau qui est trop légère, vous allez finir avec une bière qui est juste trop acide en utilisant des maltes trop torréfiés. C'est pour ça qu'en République tchèque ou dans les pays de l'Est, là où ils ont une eau super légère, en fait ils sont très bons pour faire de la pils, mais dès qu'ils commencent à vouloir brasser des bières un peu plus noires, des stouts et tout ça, ça fait une bière qui n'est pas bonne à boire, elle est beaucoup trop acide. Donc vous savez que l'optimal au niveau enzyme pour travailler, vous, pour votre empâtage, c'est d'avoir un pH qui est entre 5,2 et 5,6. Du coup, il faut en tenir compte au niveau de la fraction de maltes spéciaux que vous allez utiliser. Vous savez que vous avez un effet tampon qui est dû au carbonate, et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment corriger votre eau en fonction des maltes que vous allez utiliser. Si vous voulez vraiment faire un stout, je veux dire, n'hésitez pas à corriger un peu votre eau si elle est trop légère pour éviter d'avoir une bière qui est trop acide, quoi. Alors ensuite, il y a les maltes fumés. Alors les maltes fumés, on en a 2 catégories. On peut voir ça en 2 catégories. Il y a ceux qui sont fumés au bois de hêtre et ceux qui sont fumés à la tourbe écossaise. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien faire des bières qui sont vachement originales, qui parfois font même penser au whisky. Donc là, il y a un seul malt qui est nouveau. C'est le malt de froment fumé, où en fait, on avait déjà un malt d'orge fumé. On a réappliqué exactement le même process, mais avec un malt de froment. Comme vous voyez, la coloration, elle est la même, sauf que le résultat, il est complètement différent en termes d'arôme, parce que ce qui va vous faire ce goût de fumée, en fait, ce sont ce qu'on appelle les phénols.
exactement comme dans des mâles fumés à la tourbe écossaise. C'est la même famille de composés, des composés phénoliques. Et on était de l'ordre de 5 ppm pour un malt d'orge fumé. Pour un malt de froment fumé, avec le même process, on est à 2-3 fois plus. On est à 10-15 ppm. Ce qui veut dire en pratique que si vous voulez faire une bière avec un petit goût fumé et que vous utilisez entre les deux, tenez bien compte du fait qu'il faut diviser par 2 ou 3 la quantité de malt de froment pour éviter de vous retrouver avec un malt, avec une bière qui est trop puissante au niveau aromatique. Le malt fumé à la tourbe écossaise, je ne vais pas trop en parler, parce que c'est vraiment très spécifique et souvent plus utilisé pour les whiskies. Alors, peut-être juste un conseil sur les malts fumés, et là c'est de nouveau lié à votre eau de brassage. Méfiez-vous vraiment des faux goûts. Donc, ce qui donne le goût de fumée, ce sont les phénols, et les phénols, ce avec quoi ils adorent interagir, c'est le chlore. Et en interagissant avec le chlore, ils forment ce qu'on appelle les chlorophénols. Alors si vous avez déjà goûté ça dans une bière, je crois que vous en souviendrez toute votre vie, vous avez l'impression de boire un mauvais sirop qu'on vous donnait quand vous étiez petit ou quoi. Vraiment, ça a un goût de médicament, un goût plastique. C'est vraiment pas bon. Et le chlore, il vient tout simplement souvent de l'eau de distribution, de l'eau que vous allez utiliser dans le brassage. Et ça peut s'éviter assez facilement. Donc, déjà, c'est ne pas utiliser des désinfectants à base de chlore, parce que là, forcément, ça complique l'affaire. Mais en ce qui concerne votre eau de brassage, eh bien, c'est pour les micro-brasseries, on va dire, qui ont déjà une petite taille, c'est utiliser des filtres à charbon actif. Et si vous êtes brasseur amateur, en fait, il suffit de faire bouillir votre eau pendant 10 minutes et la plupart du chlore va s'évaporer et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème avec ces chlorophénols. Alors maintenant, si j'en viens à une catégorie qui est de plus en plus utilisée parmi les brasseurs, tant amateurs que micro-brasseurs, que des brasseurs un peu plus gros, ce sont les flocons et les céréales crues. Donc on avait juste 2 produits là-dedans, qui étaient le flocon d'orge et le flocon de froment. Et on a décidé d'en rajouter 5 en fait. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est vraiment une vague, je veux dire, en ce qui concerne, ce sont des modes en quelque sorte. On quitte un peu la mode des IPA, des bières super houblonnées, et maintenant on voit qu'il y a un énorme regain d'intérêt pour les bières type saison, les sourds-bières, vraiment des bières acides, et dans tous ces, ou même des session IPA, si vous voulez rester un peu entre les deux vagues, et dans tous ces styles-là, en fait, on utilise soit des flocons, soit des céréales crues. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter 3 nouveaux flocons, donc le maïs, l'avoine, le riz, et 2 types de céréales crues, l'avoine crue et l'orge crue. Alors, je ne vais pas vraiment aller dans le détail, vous aurez la présentation à la fin, mais si vous vous demandez quel type de flocon, quel type de céréales crues utiliser, en fait, c'est assez simple. Vous voulez alléger le corps de votre bière, faire quelque chose d'assez facile à boire, utilisez le maïs et le riz. Petite différence entre le maïs et le riz, c'est l'arrière-goût. Vous aurez un arrière-goût plus sucré avec du maïs et un arrière-goût plus sec avec le riz. Vous voulez un peu charger votre bière au niveau protéines, avoir une jolie tenue de mousse et tout ça, n'hésitez pas à utiliser le froment, c'est une valeur sûre que la plupart des brasseurs utilisent. Vous aimez le côté soyeux qui est typique des certains stouts, alors dirigez-vous vers l'avoine. Et si vous aimez la petite touche originale qui est due à ce petit goût épicé, alors dirigez-vous vers le seigle, qu'on a uniquement sous forme maltée, mais je dirais ce n'en est que tant mieux, parce que le seigle cru, c'est pas du tout facile à travailler en tant que brasseur, parce qu'au niveau filtration, c'est vite très embêtant à cause des teneurs justement en glucane. Donc c'est très bien qu'on l'a que sous forme maltais, ça vous simplifiera le process. Pour le reste, c'est disponible sous forme crue ou flocon, suivant le type de produit. Alors je terminerai peut-être par les mâles de froment. Là, j'ai pas vraiment de détails techniques à donner, parce que les mâles de froment, au final, vous les connaissez très bien. Ils sont de plus en plus utilisés. Il y a quand même... Voilà, on a essayé de pousser, comme vous voyez, au niveau des 3 nouveaux. Là, il y en a 2, c'est le château froment arôme et château froment café. Ces 2-là, ils sont faits en fait pour offrir un compromis pour les brasseurs qui ne savent pas, qui aiment utiliser au final des orges torréfiées et qui aiment utiliser des maltes de froment. Ce qu'on a voulu faire, c'est combiner les deux. Et donc, quand vous utilisez ces maltes-là, vous avez à la fois les avantages du froment, donc apport en protéines pour une meilleure tenue de mousse, etc. Mais vous avez aussi les notes torréfiées qui viennent avec.
Le petit dernier, celui-là, c'est pour ceux qui aiment faire des bières qui sont plus digestes, peut-être plus dans une filière plus diététique. Le Château Emmer, ça vient d'une nouvelle... Pardon, c'est un nouveau produit, mais qui vient d'une ancienne espèce de froment qu'on appelle le Emmer, et donc qui offre des rendements au niveau agricole qui sont super mauvais, mais qui a conservé l'avantage d'avoir une teneur en gluten qui est très faible, qui est très riche en minéraux, et qui a vraiment ce goût qui lui est propre, quoi. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui veulent faire des brassins historiques ou qui veulent développer des recettes hyper originales. Alors voilà. Et puis, petit tableau pour vous donner vraiment une vue d'ensemble de la gamme qu'on a maintenant en bio. C'est juste énorme. On a ajouté 10 nouveaux maltes bio. Quand je dis nouveaux, certains étaient déjà disponibles au final en version conventionnelle. Mais là, on les a mis aussi en bio parce qu'il y a une grosse demande pour ces maltes-là. Donc là, si vous faites de la bière au niveau bio, je veux dire... il y a de quoi vous amuser par rapport à ce qu'on avait avant. Ça a juste augmenté de 10, on n'en avait que 30 avant, là on en a plus de 40. Voilà, et on reste très ouvert. Donc il ne faut pas oublier que la malterie du Château est une petite entreprise, donc on a une flexibilité qui est juste énorme, ce qui nous amène parfois à réaliser des maltes à façon. Donc on a certains maltes que je n'ai pas présentés ici, qui sont juste en fait le fruit d'une collaboration avec un brasseur qui m'a dit « écoute, moi, je ne retrouve pas tout à fait ce que je veux là dans ton catalogue, je veux ça. » Et puis, on discute un peu avec lui, on voit si c'est possible. On arrive à fonctionner avec des tambours qui ont une capacité qui est de l'ordre de 800 kg, une tonne. Donc, quand on veut faire un nouveau malt torréfié, en fait, on sait le faire facilement. C'est pour ça qu'on a eu ce gros développement qui paraît juste énorme en moins d'un an. C'est parce qu'on est très flexible. Donc, si vous avez des envies particulières par rapport à un malt qui ne serait pas disponible au catalogue, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre. Et ça pourrait être en fait le prochain nouveau malt qu'il y a dans le catalogue. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne vous ai pas mis mon adresse, mais l'adresse générique info@castelmalting.com. Ils ont un super service de dispatch après pour renvoyer la question aux gens qui ont la réponse chez nous. Donc, que ça soit un problème logistique, un problème en ce qui concerne, je sais pas, une de vos recettes ou n'importe quoi, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse et on vous répondra. Voilà, je terminerai en vous disant que maintenant on a un panel de plus de 100 couleurs différentes et c'est vous les peintres en quelque sorte, donc c'est à vous de choisir ce que vous en faites. On peut vous apporter des conseils, mais c'est à vous de dessiner le tableau maintenant. Je crois que vous avez suffisamment de couleurs à disposition, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour cette présentation de la malterie du Château. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes, vous pouvez en profiter. Non, pas de questions? Eh bien, vous pouvez retrouver les slides, comme pour toutes les autres conférences, en vous inscrivant à l'accueil du salon, donc en laissant vos coordonnées. On vous enverra un lien d'ici 15 jours pour pouvoir télécharger ces slides. Et puis voilà, c'était la dernière conférence de ce salon 2021. Eh bien, rendez-vous en 2022 pour une prochaine édition. Et puis merci de votre présence et de votre attention.